de 14 péages routiers. On est parti sur un premier palier de 7 péages routiers qui ont presque été livrés, sauf qu'on ne s'est pas véritablement entendu sur peut-être les détails. Le gouvernement camerounais qui est donc revenu pour remettre en cause en tout cas ce partenariat, ce PPP, partenariat public-privé, désormais en marché public, c'est-à-dire qu'un financement propre du Cameroun qui va véritablement avoir un droit de regard sur les revenus. Comprenez-vous la démarche locale sur le projet Tolcam, sur la démarche en tout cas du gouvernement camerounais? Pourquoi pas? L'État, qui est le garant en dernier instant de ce partenariat, avait le droit d'examiner les dessous et d'estimer que les intérêts du pays étaient sauvegardés. Manifestement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des accords d'abord sur les gains de l'opérateur. Je crois sur 40 ans, c'est comme 18 ans, non, 18 ans. 18 ans. Quand on a évalué ce que l'opérateur devait percevoir, on a dit que c'était tôt, c'était très tôt. C'était beaucoup, pardon, c'était excessif. Donc c'était pratiquement pour de 195 milliards, là où il n'aurait investi que 42 milliards. Donc il y avait ce problème-là. Mais de l'autre côté, l'opérateur disait à travers l'autre commun, en l'état, si vous restez comme ça, vous perdez. Si on reste comme ça, avec des péages non automatisés, etc., on perd de l'argent. Alors qu'avec nous, au-delà de ce que je gagne, regardez ce que ça va vous rapporter sur un nombre d'années. C'est ce qu'il mettait en avant. Mais ça, c'est sur le papier. Le deuxième nœud où ça bloquait, c'était comment contrôler en temps réel la circulation de l'argent. Comme ce sont les péages automatiques, il faut qu'il y ait un processus technique qui permette à ce que l'État puisse contrôler en temps réel la réalité des flux financiers dégagés par les péages. Bon, à ce niveau, semble-t-il, il y avait aussi un problème. On ne parler que de ça. Mais je pense que la décision de l'État, c'est le président qui avait pris cette décision, c'est que l'État ne s'est pas retrouvé. Attendez, l'État ne s'est pas retrouvé dans tout le montage qu'il y avait autour, la manière dont ça a été diligenté. Donc, le président a pris sa responsabilité, il a dit, on transforme ça, on revient à marché public, oui. Ils vont rester simplement avec la conception, la construction et l'équipement. Tout le monde va rester avec ça. Le reste, l'exploitation et la maintenance. Puisqu'on aura payé la conception et autres. Voilà. Et c'est ce qui rentre dans le cadre, en tout cas. Tout à fait. Alors, donc, les choses sont simples. Oui, mais pourquoi attendre qu'on en arrive là, à présent? Pourquoi est-ce que cette étude n'a pas été faite en amont? Puisque là, à la fin, et l'autre question que j'aimerais poser, c'est de savoir qui arrête finalement la somme de 30 milliards à verser à Tolcam. Ce sont les évaluations de Tolcam. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas une contre-expertise locale. Oui, oui. Il y aura confrontation. Parce que l'État dit qu'il est prêt à l'arrangement à la BIA. Et il a d'ailleurs déclaré que dans le cadre du budget de 2026, 20 milliards seront consacrés à rembourser partiellement cette dette et en 2027, on finira avec les 10 derniers milliards. Ils sont à la Cour internationale d'arbitrage de Paris. L'État camerounais dit je suis prêt à l'arrangement à la BIA. Ben, c'est pas évident, c'est pas ça le plus important. Vous demandez comment on est arrivé là. Mais vous ne connaissez pas l'État camerounais, les fonctionnaires camerounais, qui sont des mafieux, qui à chaque fois qu'il y a la possibilité de piller l'État, de transférer les dettes sur l'État, de faire des faux montages, de percevoir derrière des commissions extraordinaires, quand ce n'est pas le fait qu'ils créent les entreprises eux-mêmes derrière, prennent non, ils viennent derrière les offres des partenariats publics-privés. Quand vous grattez, ce sont eux qui sont derrière. Donc, ils viennent voler l'État. Donc, vous me demandez, c'est ça qui explique ça. C'est ça qui explique ça. La rapidité avec laquelle ça a été fait, etc., on a très bien vu que derrière, il y avait de gros intérêts mafieux. Donc, c'est tout. Le fait, il est là. La volonté de quelques fonctionnaires de s'enrichir au détriment du pays, Fabrice. Aussi simple que ça. Alors, et quand ils sont mus par ça, oh là là, ils se fichent ils ont l'air de, comment on dit ça, ils ont l'air de violer les règles, de les faire disparaître, de les contourner. Ils ont l'air de faire ça quand il est question de voler. On est dans
le pur banditisme. C'est certainement valable pour tout le camp. Toute l'administration camp, tous les grands projets, dans tous les domaines, font face à cette réalité de notre administration. Donc, le débat n'est pas là. Donc l'État a pris son responsabilité pour des raisons. Vous avez bien dit que l'État a fait une contre-expertise et le rapport, il est là. Il y a eu beaucoup de manquements qui devraient être sanctionnés. La responsabilité du ministre, le ministre en question, est totalement engagé. Vous me dites toujours là. Nous, on vous dit, il n'est pas le seul dans le cas. Tous les gates qu'il y a au Cameroun, attendez, Can Gate, Covid Gate, il y a des gates partout. Mais est-ce que pour l'instant, on a sanctionné les ministres, les concernés? Toujours là. Donc, on appelle, c'est pour ça que nous disons que tant que nous n'aurons pas ce nettoyage, il n'y a rien à attendre de sérieux en termes de performance de l'administration camerounaise. Il n'y a pas. Il y a une attente. On sur cette question. Je rappelle effectivement que d'après la décision de muter le contrat a été prise par le chef de l'État, Paul Biya, sur la base effectivement d'un dossier préparé, dit-on, par le secrétaire général de la présidence. Ce document mettait en exergue le niveau jugé problématique des loyers versés aux partenaires privés pour un investissement initial de 42 milliards. Tolcam devrait percevoir, le président l'a dit, sur 18 ans, un total de 195 milliards de francs CFA, toutes taxes confondues, à l'échéance de ce PPP jusqu'en 2041. Le scénario financier comparatif prévoyait effectivement des recettes cumulées des 14 péages automatisés qui atteindraient donc 632,6 milliards sur la base d'un tarif de péage maintenu à seulement 500 francs CFA. Pourquoi on ne fait pas une telle évaluation avant notamment d'initier ou alors d'engager un partenariat public-privé et finalement nous dire puisque quoi, est-ce que c'est 30 milliards qui auraient manqué à l'État camerounais dans le cadre d'engager un chantier public? Moi je vous ai dit, Fabrice, que je prie Dieu que sur ce septennat, on redonne de la force à la loi et de la grandeur à la loi. Si on ne redonne pas de la force à la loi et la grandeur de la loi, ça c'est... Vous dites que ça a été validé par le chef de l'État. Moi j'ai envie de vous poser, pas parce que le chef de l'État ne porte pas plainte pour diffamation. Hein. Donnez-moi la preuve que ça a été validé par le chef de l'État. Vous êtes là, ça a été validé par le chef de l'État. Le chef de l'État peut valider ça? Vous êtes sérieux? Des gens se retrouvent à Bankomo. Juste une petite parenthèse. Violent toute la législation en matière de nomination d'un entraîneur de l'équipe nationale qui est la propriété exclusive de l'État, dont l'État finance tout, y compris les salaires du personnel d'appui. Pourquoi vous ne dites pas ça a été validé par les chefs de l'État? Ça, c'est une affaire... Bon, montrez l'image. Le péage coûtait combien? Revenez à combien? Montrez l'image. Ça, c'est 8 tollbacks. Bon, je vous donne. Faisons les devis. Là, c'est 8 tollbacks. 8 tollbacks. Comptons le nombre de poteaux. 1, 2, 3, 4, 5, non, 6 poteaux. C'est 6 poteaux. Mettons le nombre de béton. C'est-à-dire qu'on peut considérer que à 1 million de francs, on a le mètre carré de bétonné à 1 million de mètres de béton. Là, ça ne fait pas plus de 50 mètres carrés. Vous avez 2, 4, 6 poteaux. Vous avez à peu près 6 à 7 tollbacks. La tollback ne dépasse pas 35 000. Ça, le péage routier, si, ça peut pas. Ça peut pas. Mais ça valait combien? On dirait un système qui veut contenir, je sais pas, électronique, de validation de tickets, mais surtout, voilà, de comptage et de pointage, en tout cas des tickets. Vous ne savez pas qu'un enfant qui fait électronique a un système de pointe. Qu'est-ce qui vous impressionne? Vous n'entrez pas dans des magasins ici à Douala où vous avez un badge. Vous n'êtes pas parti dans un hôtel où vous avez un badge, on ouvre la porte. Si. Partenaire, un de nos partenaires ici, je vais donner le nom de l'hôtel. Ce sont nos amis Somatel. Comment vous faites dans les hôtels Somatel? Vous avez un badge, vous mettez sur la porte s'ouvre. Ce n'est pas le même système. Ça veut dire que le conducteur vient. Que fait le conducteur? Eh bien, il prend un truc, il met le badge, tac, le truc se lève, il paye, et à partir du badge, on a le comptage numérique des voitures qui passent. Et puis, il y a 2 petites caméras. C'est combien la caméra aujourd'hui? C'est-à-dire que pour contrôler cette histoire-là, c'est une caméra de com. Quand cette histoire a été mise sur pied,
Nous avons appelé la CONAC. C'est pour ça que moi je crois véritablement à un... Si le président ne fait pas attention, ils vont pourrir son mandat. Ils vont pourrir son mandat. Pourquoi? Ils vont amener tous les projets structurants du président de la République dans ce qu'on va appeler le contentieux. Et dans ce qu'on va appeler le contentieux, ils iront en arbitrage. Et c'est là qu'ils vont venir effrayer le président. En expliquant qu'on va saisir les biens du Cameroun à l'extérieur. Qu'il faut quand même payer. Il faut payer. Même les 20 milliards là, nous nous opposons à payer. Je vous ai fait l'étude. Vous savez, avant de monter le moindre projet, je vous dis les étapes que vous passez. Vous faites ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Rendez-nous public l'étude de faisabilité. Quand vous avez fait une étude de faisabilité, vous faites ce qu'on appelle une étude de marché. Construire un péage n'importe où. Vous n'allez pas sur la route Bacham-Bouddha, vous mettez un péage. Parce que votre étude de marché ne vous permet pas de rentabiliser l'investissement. Ou la banque va vous dire qu'il n'y a pas suffisamment un retour d'investissement. Après ça, vous faites ce qu'on appelle une analyse financière. Vous avez une étude de faisabilité, vous avez une étude de marché, vous avez une analyse financière et vous faites ce qu'on appelle une étude environnementale. Vous prenez ces études-là, vous vous asseyez donc devant une banque et vous obtenez donc une validation financière de la banque. Rendez ça public. Il a pris le chef de l'État, on a pris le chef de... Mais si le chef de l'État, lui, il s'accommode de ça, c'est pour ça que nous regardons. Pour l'instant, nous regardons. Tout le monde se réclame du chef de l'État. Je vous ai dit que ceux qui se sont enfermés dans une chambre en Bancomo, en faisant leurs élections et en nous nommant deux fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et du Sport sélectionneurs, se réclament du chef de l'État. Ils disent qu'ils ont mené des campagnes. Ils se réclament du chef de l'État. C'est une criminalité. C'est une criminalité. Il n'y a rien là. Il y a absolument rien. Cette entreprise-là, ben, quand nous avons discuté avec les gens du ministère des Travaux publics, ben, le ministère des Travaux publics, c'est l'ingénieur du gouvernement. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est faisable à vue d'œil. Si vous avez les images du péage, Kribi-Lolabé, est-ce que la technique a les images du péage Kribi-Lolabé? Vous voyez donc ce qu'on appelle péage. Ça, c'est un péage. C'est 2 tollbacks. C'est un petit hangar avec un petit système électronique où tous les hôtels le Douala ont. Vous mettez un badge, on lève la petite barre métallique, vous passez, vous donnez 500 francs. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, le péage de BK. De BK, je crois bien c'est... BK, oui, oui, c'est-à-dire que Bolabé Kribi projetait l'image. Voilà ce qu'on appelle un péage. Voilà un péage. Les 2 tollbacks, ça ressemble à ça. Et ils veulent aller en arbitrage. Quel arbitrage? Et vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Sans l'autorisation du président de la PRI, ils l'ont déjà budgétisé. Oui, ça veut dire qu'ils vont payer. Qui arrête le montant de 30 milliards. Oui, on ne rend pas public. Nous voulons qu'on rende public l'étude de faisabilité. L'étude, pourquoi? Parce que si l'étude de faisabilité est mal faite, si l'étude du marché est mal faite, si l'analyse financière est mal faite, ça incombe à ceux qui ont fait ça. Dans le cabinet, je lance un appel à nos amis du ministère des Travaux publics. Vous savez qu'il y a des patriotes partout. Donnez-nous le nom du cabinet qui a été chargé de faire ce qu'on appelait l'étude de faisabilité. Nous allons enquêter dans ce cabinet. Ça a été validé par le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il ne porte pas plainte pour diffamation. Qu'est-ce qui a été validé par le chef de l'État ici? Vous dites par qui? Le secrétaire général de la présidence? Ouais. Je ne bois pas le caddie de ce monsieur. Il n'est pas élu au suffrage universel et direct. C'est le président de la République. C'est un fonctionnaire qu'on a élevé à la fonction. Je respecte la fonction. Premier collaborateur du président, il n'est que fonctionnaire élevé à la fonction. Voilà. Pourquoi vous ne parlez pas de la Sonara et ses 400 milliards de dettes? Pourquoi vous ne parlez pas de l'arrestation de M. Metouk? C'est 450 milliards. Je vous pose donc la question. Certains parlent, président, de 750 milliards. D'autres parlent de 1000 milliards. Je vous pose la question. On la comptabilise dans la dette publique? Ou bien non? Oui, il faudra la comptabiliser dans la dette publique parce que c'est une entreprise publique, c'est-à-dire que cette dette reçoit la garantie de l'État. Donc, il faut la comptabiliser dans la dette publique. Je rappelle que vous avez 800 milliards chez Néo.
Solecoton, la SNH, c'est pas... La Solecoton, même, c'est différent. Ouais. La gestion est nettement mieux. Mais le rachat des parts de Géocoton, c'est autre chose. La SNH, c'est la première entreprise au Cameroun en termes de liquidité. La SNH marche bien parce qu'elle vend relativement le brut camerounais. Mais sauf que la gestion de la SNH nous surprend. Où est passé le directeur général de la SNH? Vous avez une dame qui assure aujourd'hui, comment je peux dire, entre guillemets, la signature de la SNH, qui, personne ne sait véritablement ce qu'elle représente dans l'organigramme de l'entreprise. On sait qu'elle est personnelle. Ils ont décidé de faire financer. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. On est dans un pays où personne n'en sait rien. Oui, je devine. Je devine que si elle parle pour la SNH, elle fait partie, comment je vais dire, des effectifs. Mais quand vous engagez la SNH dans une cérémonie quand même, qui doit déboucher sur un décaissement d'argent important pour la création d'une raffinerie de pétrole, c'est très important, mais il faut quand même que vous apparaissiez dans l'organigramme de l'entreprise. Qu'on dise quand même que c'est une directrice de ceci, vous apparaissez dans l'organigramme de l'entreprise et qu'on peut checker un peu sur vous et voir. Moi, j'aime regarder les compétences des gens. Mais elle a fait des études où, cette dame? Elle a fait ses études où? Elle est spécialiste en quoi? Et gère quand même une entreprise qui est la première entreprise publique du Cameroun. La Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, c'est la première entreprise publique du Cameroun. Et moi, je veux un pays où, à la tête d'entreprises comme ça, ceux qui engagent des entreprises publiques du Cameroun, des grandes entreprises publiques du Cameroun, sont des gens extrêmement compétents. Je ne dis pas qu'elle n'est pas compétente, mais c'est silence radieux sous le profil de cette dame. Où elle sort, qui l'a pute, je ne sais pas. Et puis elle engage beaucoup d'argent là-dessus. Est-ce que c'est le président de la République qui valide cette affaire? Je n'en sais rien. Mais son président du conseil d'administration, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Donc s'il valide ça, je devine qu'il a le CV de la dame. Elle est compétente. Je préfère me taire. Je n'ai pas la preuve. Président. Mais voilà donc un peu comment les choses sont engagées dans notre pays, où souvent la loi chevauche l'informel, le clientélisme, la corruption, et on nous prend 6 tollbacks, c'est piqué, 50 mètres carrés de béton et un petit système électronique qu'on retrouve dans tous les hôtels du Cameroun, et on nous explique que dans 14 péages faits à cette histoire avec des criminels et des voyous qu'on appelle. C'était prévu pour 14, mais là on avait... Donc les 20 milliards là, c'est uniquement pour les 7, c'est pas pour les 14, c'est pour les 7. Donc s'il fallait finir avec les 14, il fallait... Donc nous disons donc à l'État du Cameroun que nous les panafricanistes, nous n'allons pas accepter que les 20 milliards soient payés. Et d'ailleurs, nous ne comprenons donc pas pourquoi nos gros opposants, c'est-à-dire le PCRN, qui nous a expliqué que nous sommes blancs comme neige. M. Cabral qui avait expliqué que le contrat de Silos qu'il avait la Chine, c'était un crime. Mais lui, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu que 20 milliards est budgétisé pour 6 fois 7, pour 42 tollbacks qu'on achète ici chez un petit quincailler camerounais. 42 tollbacks. Il faut être très intelligent pour faire le dessin de ce qu'on a vu là, du petit hangar que vous, au Cameroun, vous appelez péage routier. Voilà un péage routier. Ça, c'est un péage routier. C'est un hangar, monsieur. Ça, c'est un petit hangar. Un enfant qui fait un CAP, génie civil, il vous dessine ça. Il mène ce projet. Vous n'avez pas honte d'afficher à la face du monde ça et vous dites péage routier. C'est un péage routier, ça. Et vous le vendez ça au président de la République. Un pays comme le Cameroun. Et vous avez un gros ministre, M. Nganou Messi. Il le vend, ils sont contents. Et on dit qu'on va dédommager pour 7 hangars comme ça à 20 milliards. Et on le budgétise rapidement. On fait voter la loi de finances qu'on demandera au président de la République de promulguer. Nous allons suivre cette affaire avec beaucoup d'attention. Arbitrage. On va d'arbitrage en arbitrage, de Tolkam à Eneo. Il y a la dette de 800 milliards d'Eneo qui circule. Vous parlez vite. Le problème que Bertrand pose sur la table, c'est la manière dont la haute et moyenne administration s'est désormais organisée pour dépouiller l'État, pour piller l'État. C'est-à-dire, la base est claire, je ne sais pas pourquoi on perd le temps. Je l'ai toujours dit, à partir du moment où vous permettez à des fonctionnaires de devenir des hommes d'affaires, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'on va avoir de là? Le problème, il est là. Le problème, il est là. On a des gens d'hommes d'affaires qui peuvent devenir des fonctionnaires, qui peuvent devenir hommes d'affaires. Et mais quand vous faites ça, c'est fini. L'État perd sa relative neutralité dans la création des marchés, dans la création des opportunités, dans sa capacité à arbitrer objectivement entre les différents opérateurs économiques, puisque dès qu'un marché est dégagé au niveau du ministère, le ministre est le premier à vous dire que bon, ok, ma part c'est ici. À partir du moment où il a dit ça, il organise le marché et le dirigeant en fonction de ce que lui va gagner là-dedans.
C'est le problème. On voit très bien cette affaire. Le problème, c'était là le vrai problème. Le coût qu'on a facturé à l'État pour ce type de bricolage. Ça commence. C'est même la raison principale. Parce que ça crée un tollé dans le pays. Les gens se lèvent, que le président dit stoppez-moi ça. Moi ça. Alors, une fois que c'est facturé, les gars, ils vont se partager ça en commission. C'est aussi simple que ça. C'est simple que ça. Donc, le problème, il est là, Fabrice. C'est pour ça que nous, on parle de renforcement des principes d'idéologie dans l'administration. En Chine, alors où nous parlons là, on a fusillé le ministre de l'Agriculture. Vous êtes au courant? C'est récent là. Maintenant, il s'est amusé avec l'agent de l'État. Il dit on l'a exécuté. C'est récent là. C'est pas que c'est récent là. On l'a exécuté. Mais on l'a exécuté. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand ça arrive à ce niveau d'insouciance et de responsabilité, ce n'est plus avec le discours qu'on règle ça. Moi, je parle de guerre contre la corruption. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est pas lutter contre la corruption. Non, 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 non. C'est la guerre. C'est la guerre. Donc, vous avez des fonctionnaires qui déjà pensent à s'enrichir, qui transforment tout en affaires. Parce que lorsque les cabinets d'affaires, je parle français, les cabinets d'affaires en Occident, c'est quoi? C'est de trouver les moyens d'enrichissement pour leurs clients. Ce qu'ils appellent l'opportunité d'affaires. Ça veut dire quoi, monsieur? Écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez une administration comme celle du Cameroun, dont on a étudié la moralité, on a étudié les motivations de nos fonctionnaires, on a étudié le cadre légal de l'administration, où on sait que vous avez créé une faille extraordinaire. Vous avez dit au ministre et aux fonctionnaires, vous pouvez faire les affaires. Fabrice, mais on va vous aider à faire les affaires. C'est très simple. Ce cabinet de débat à Yaoundé, il propose clé en main, tout conçu, tout déjà conçu. Voici l'opportunité d'affaires. Tu as gagné tel nombre d'argent, tel montant. Le ministre devient quelqu'un qui fait un facilitateur d'affaires pour les affairistes, pour ce cabinet-là. C'est-à-dire que, à défaut de l'homme de créer sa part d'entreprise, c'est facile, il devient un facilitateur. Parce que, mais c'est comme ça que vous avez transformé votre administration. Mais regardez sur les questions foncières, regardez partout. Chaque fonctionnaire au Cameroun est devenu un prédateur administratif. C'est un prédateur. Il veut gagner de l'argent à tout prix. Vous connaissez le nombre de procès que l'État paie par an? Que l'État paie le procès. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des mafias qui créent les conditions pour que l'État se retrouve en justice. On va au ministère des Finances, on a des réseaux partout, et on frappe l'État, 8 milliards, 10 milliards à payer, dans des dossiers montés de toutes pièces. Fabrice, c'est tellement grave que M. Béchi Assomo, ministre de la Défense, ministre de la Défense, tellement a dit, c'est trop ça, on n'a plus d'argent à payer. Désormais, les fonctionnaires seront individuellement responsables des dossiers mal montés, des contentieux. Non, une administration ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas développer un pays avec ça. C'est impossible. On ne pouvait pas. Donc, il faut prendre des mesures, Fabrice, extrêmes. Vous avez parlé de faire la guerre extrême contre la corruption. C'est clair. De lutter contre la corruption. Quitte à déclarer l'état d'urgence administratif dans la question. Pourquoi? Parce que ces fonctionnaires, ils mettent la législation, ils ont des droits. Hein. Dans le statut de la fonction publique, ils ont des droits. Quand tu vas agir sur eux, ils vont te poser le statut et le règlement de la fonction publique. Et crois-moi, ils l'ont conçu pour se protéger. Tu n'es pas naïf. Donc, si on ne prend pas des mesures urgentes, des mesures graves, de nature à ce que, on neutralise d'abord tous ces règlements qu'ils ont mis en place pour se protéger, de manière à ce que, je vous dis, la Chine a réglé ça, de manière à ce que, vraiment, tout fonctionnaire camerounais qui voit qui a dit, il faut les amener eux-mêmes à fuir. C'est-à-dire, ils fuient la corruption, ils fuient les corrupteurs parce qu'ils savent que ce qu'il va perdre en allant tenter de faire ce jeu-là est inférieur à ce qu'il va gagner. C'est ça qu'il faut faire, Fabrice, pour qu'on puisse s'inspirer avec ça. Donc, tout à l'heure, tous les dossiers que tu vas à une hausse, c'est la même chose. Tu vas sur le coton, c'est la même chose. C'est-à-dire, un matin, on vous dit que voilà, on a fait ceci, on a l'État
l'État a racheté les parts de Géocoton, on lui a donné 42 milliards, et que ça va aider par exemple tout le passe-passe pour que quand même qu'on reprenne la ligne Douala pour Paris. Tout ça est très bon, c'est très bien, mais va gratter. C'est rétrocommission. Va gratter derrière. L'instant au standard, nous retrouvons les contributions au téléphone. Faudé, Emmanuel me fait en savoir, mais surtout Peter qui nous retrouve. Monsieur, vous présentez, on vous a déjà annoncé, vous contribuez très rapidement sur les sujets évoqués, sinon l'un des 3 sujets évoqués. Bonsoir.